Bonjour Frédéric Bérard pour Malmstrom. Le droit à l'avortement est remis en question un peu partout en Occident, incluant possiblement au Canada. Depuis le renversement de la décision Roe contre Wade par la Cour suprême américaine, on assiste à un recul effrayant du droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que ce même recul pourrait survenir au Canada? C'est la question à laquelle on tentera de répondre au cours des prochaines capsules. Mais pour l'instant, c'est-à-dire pour la première, commençons par le début. Où est né? Comment est né ce même droit à l'avortement? La réponse est relativement simple. Elle débute par la décision Morgan-Taylor de la Cour suprême du Canada en 1988. Qu'est-ce que la décision Morgan-Taylor? Morgan-Taylor est un médecin qui pratique des avortements et il s'en vante avec des collègues médecins. Il y a une clinique à Toronto, il y en a une à Montréal. Et il dit très clairement, très ouvertement, je pratique des avortements, même si c'est prohibé en bonne partie par le code criminel. Pourquoi? Parce que je considère qu'il est du droit des femmes de décider comment elles souhaitent disposer de leur corps. Effectivement, le code criminel prohibait donc en partie, et pourquoi je dis en partie, à ce moment-là, c'est qu'il y avait une possibilité pour la femme d'obtenir un certificat d'avortement, imagine-vous donc. Donc, en d'autres termes, la règle, c'est l'avortement est prohibé, sauf si vous êtes en mesure d'obtenir un certificat qui vous permet ce même avortement. Et comment pouvait-on obtenir un certificat du genre? C'est là que le bas blesse. Pas uniquement, là, mais en partie. Il y avait des hôpitaux qui étaient préautorisés à délivrer les certificats en question. Et pour ce faire, il devait se constituer une espèce de comité. Or, le comité en question pouvait accorder le certificat à la femme si il considérait que la vie de celle-ci, donc de la femme, ou sa sécurité était en danger. Le problème, vous l'imaginez assez bien, c'est quand on parle de vie, ça va, mais quand on parle de sécurité, de quel type de sécurité on parle? Est-ce qu'on parle de la sécurité psychologique? Est-ce qu'on parle de la sécurité physique? Est-ce qu'on parle des deux? Ce n'était pas précisé dans la loi. Or, on aura compris qu'en ayant une aussi grande part d'arbitraire, par définition, il y a toutes sortes de décisions qui allaient être rendues tout à fait non cohérentes les unes avec les autres. Cette part d'arbitraire est venue jeter un discrédit total et complet sur l'opération, sur le mécanisme de délivrance des certificats. Pas évidemment que l'idée en soi était bonne, vous comprenez, là, mais dans son application, je dirais que c'était, si ça se trouve, encore plus loufoque. Ceci faisait en sorte d'ailleurs, je pense que ça vaut la peine de le préciser parce que ça a été mentionné dans la décision, que par exemple, certaines jeunes filles qui se faisaient violer à 14 ans se voyaient refuser le certificat. Pourquoi? Parce que le comité, sur lequel parfois siégeait le curé du village, donc ça vous donne une idée, se voyait refuser le certificat en disant, ben, vous savez, votre vie n'est pas en danger, votre sécurité non plus, sécurité physique, s'entend bien ici, vous pourrez accoucher sans aucun problème. Vous ne nous avez pas convaincus de la nécessité de vous accorder le certificat. Il faut comprendre aussi, et ça c'est important, que dans le code criminel de l'époque, la femme qui se faisait avorter sans l'autorisation préalable pouvait être emprisonnée jusqu'à concurrence de 2 ans. Pour le médecin qui pratiquait un avortement semblable, là, c'était encore beaucoup plus grave. C'était une peine qui est encore beaucoup plus importante que celle-ci. La Cour suprême, donc, analyse tout ça puis se dit, ouais, c'est sûr que si je prends l'angle du droit du fœtus, ça va être un bordel épouvantable. Pourquoi? Parce qu'oubliez pas, là, on est en 1988, les mœurs sociétaux ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, quoique quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, parfois on peut se poser la question, puis même ici au Canada, mais reste que je pense qu'à l'époque, c'était encore beaucoup plus commun que d'avoir ces espèces de craintes-là en rapport à l'avortement, d'avoir des espèces d'enjeux moraux, d'enjeux peut-être philosophiques, là, dépendamment des individus en question. Bref, tout ça pour dire que la Cour suprême refuse d'aller sous l'angle du droit du fœtus parce qu'elle sait qu'elle va rentrer dans un débat métaphysique, un débat moral, puis personne ne va en sortir gagnant. Elle dit, on s'en fout. Moi, je vais discuter uniquement
du droit des femmes, c'est-à-dire nommément le droit à la sécurité et le droit à la liberté, en quelque sorte, droits qui sont protégés par l'article 7 de la Charte canadienne. Et là, ça devient un peu plus facile parce que, en ayant écarté la question du droit du fœtus, on s'en tient à des considérations beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus pratiques. Et la réalité, et c'est ce que la Cour nous dit, c'est que oui, il y a une violation du droit à la sécurité par la force des choses, parce que la femme qui n'est pas en mesure d'obtenir son certificat, si elle a deux choix, en fait. Soit qu'elle se fait avorter en contravention au code criminel et risque 2 ans de prison, soit qu'elle ne se fait pas avorter conformément à sa volonté, et là, bien évidemment, elle est obligée d'accoucher puis d'avoir un enfant qui n'était pas voulu là, par la force des choses. Bref, la Cour conclut qu'il y a violation du droit à la sécurité, sécurité physique, évidemment, parce que certaines femmes qui s'auto-avortaient elles-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails graphiques, mais certaines connaissent la technique du cintre, là, qui est assez épouvantable. Et la Cour parle aussi, j'arrête après ça, mais que certaines femmes avaient recours aux charlatans du village là, pour se faire avorter. Bref, il y a une question de sécurité physique, ça va de soi, puis il y a une question de sécurité psychologique. Si je ne réussis pas à obtenir mon certificat, puis je me fais quand même avorter, je risque la prison nécessairement. On ajoutera aussi à ceci, quand je parlais d'arbitraire tout à l'heure, ça c'est important, ce ne sont pas tous les hôpitaux, hein, je l'ai dit un peu, là, ce ne sont pas tous les hôpitaux qui délivraient ces certificats-là, ce qui faisait que, par exemple, certaines femmes qui habitaient en région éloignée n'avaient pas les mêmes chances qu'une femme qui habitait, par exemple, dans une métropole. Bref, la Cour conclut, il y a une violation du droit à la sécurité et on passe donc à la deuxième étape. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite peut-être à voir la capsule qui a été faite sur l'aide médicale à mourir. C'est la même mécanique, c'est le même test, c'est-à-dire s'il y a une violation du droit à la sécurité, très bien, mais on doit passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape ici, c'est quoi? C'est est-ce que cette violation est conforme aux principes de justice fondamentale ou pas? Qu'est-ce que les principes de justice fondamentale? C'est qu'est-ce qui choque la société canadienne? La Cour ici conclut, la société canadienne serait très fâchée de savoir, ou est fâchée de savoir qu'il y a un arbitraire épouvantable, parce que je pense que c'est le bon terme, dans la délivrance de ces certificats-là, qu'on met par définition le droit à la sécurité psychologique de ces femmes-là en jeu, du fait qu'elles peuvent se ramasser en prison. Il y a une question de sécurité physique aussi en rapport à ce que j'ai soulevé il y a quelques instants, ce qui fait donc que non, cette violation n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. Il y a donc une violation de l'article 7 globalement, ce qui fait donc en sorte que la disposition du Code criminel applicable à l'époque est considérée comme une violation comme telle. On doit donc passer à la prochaine et dernière étape, qui est celle de est-ce que la violation de l'article 7 globalement se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? Je ne répondrai pas à cette question dans le détail. Je répondrai simplement ceci. La Cour confirme que non, la violation de l'article 7 ne se justifie pas dans le cadre d'une société libre et démocratique, ce qui veut donc dire que la disposition comme telle est inconstitutionnelle. Il y a par la suite des débats qui font rage, façon de parler, à la Chambre des communes, ce qui fait en sorte qu'on laisse le droit à l'avortement dans un état plutôt flou et nébuleux. J'expliquerai ça dans une capsule prochaine, lorsque nous parlerons de l'arrêt qui a suivi l'affaire Morgan Taylor, c'est-à-dire l'arrêt Daigle contre Tremblay, excessivement célèbre au Québec et ailleurs au Canada. À bientôt.